Bonjour Sandra, Bonjour Mireille. merci d'avoir accepté de participer à cette interview sur le lipœdème. Donc juste pour te présenter, toi tu es donc kiné en Belgique à Wavre C'est et ça. tu as une double expertise, c'est-à-dire que à la fois vous avez un cabinet qui est spécialisé en lymphœdème et aussi en lipœdème. Puis on en Mhm. reparlera peut-être un petit peu aussi en sexologie, en périnéologie, et on Tout pourra à fait. voir le lien aussi avec le lipœdème à ce Mhm. moment-là. Et je voulais voir déjà, alors je pense qu'on va parler des deux choses. On va parler déjà du côté kiné, donc Mhm. des patients que tu reçois au cabinet. Oui, donc toi, Sandra, tu as aussi un lipœdème. C'est Et ça. c'est ce qui fait aussi que tu t'es intéressée à la pathologie et que actuellement vous en accueillez un certain nombre donc au cabinet. Tout à Donc fait. la première question que j'aurais à te poser, c'est quel type de lipœdème est-ce que vous voyez au cabinet? Est-ce que ce sont des stades débutants? Est-ce que ce sont plutôt des stades avancés? Euh, et et quel est en fait le motif principal de consultation que vous avez? Est-ce que c'est plutôt pour des problèmes esthétiques, des problèmes de douleur, des problèmes de mobilité, voilà. Bah, c'est souvent, enfin, en Belgique, je pense que c'est comme en France, les patients peuvent pas venir en première intention chez un kiné, donc ils sont référés par des médecins. Donc c'est le médecin qui, après avoir fait son bilan et son diagnostic, nous les envoie. Les patientes, elles arrivent. On a des stades 1 qui, elles, ont plutôt vraiment une ambition esthétique en général. Maintenant, on sait que le stade n'est pas corrélé forcément à la douleur et donc on a parfois des filles où quand on regarde, on ne voit pas grand-chose, mais elles ont des extrêmes douleurs. Et inversement, on a des stades qui sont très avancés où en fait elles ont plus de douleur. Alors est-ce que c'est lié au mécanisme où bah, les nerfs sont complètement distendus ou enfin on ne sait pas encore très bien pourquoi, mais et donc, chez ceux qui ont de la douleur, peu importe le stade, bah, voilà, elles viennent principalement pour la douleur. L'esthétique, malheureusement, alors il y a une petite composante d'œdème sur laquelle nous on peut agir, qui est plus ou moins importante en fonction de s'il y a une insuffisance lymphatique associée ou pas. Après, juste sur la partie esthétique pure, nous on n'a pas un grand impact. On peut donner des conseils, pour tout ce qui est, l'hygiène de vie, la pratique de l'activité physique, voilà, l'alimentation, on renvoie vers des gens, qui sont plus compétents, et le port des bas de contention. Après, derrière, si elles veulent un acte chirurgical, l'objectif pour nous, c'est plus de les accompagner dans leur démarche et de dire: «Voilà, bah, va voir plusieurs chirurgiens», enfin, toutes les choses qui vont avec. Par contre, pour celles qui ont des douleurs, bah, voilà, c'est, vraiment une prise en charge, sur du plus long terme, par tout ce qui est traitement par bandage multicouche qu'on utilise aussi dans les lymphodèmes, qui réagit assez rapidement. Hem et donc ça c ouais et puis après, bah, c'est tout l'accompagnement pour tout ce qui est le choix des bas de contention, voilà et fatalement, comme les femmes ont ou les jambes lourdes ou des douleurs, c'est en général des gens qui bougent moins et donc qui ont d'autres douleurs associées et bah, l'objectif au travers, même si on fait nos bordages à côté, c'est de remettre en activité et donc on a une prise en charge qui est progressive, pour relancer, les gens avec un objectif à long terme d'une certaine autonomie et que nous, on soit là en «backup» entre guillemets, qu'elles viennent nous voir une fois de temps en temps, mais qu'elles soient, elles, autonomes avec tout ce qu'on a mis en place, sur le laps de temps qu'on les aura suivies. Donc en fait, le parcours d'une femme qui vient chez vous au cabinet en termes de soins, comment Mmh. ça se passe? Est-ce que c'est personnalisé en fonction de ce que vous voyez? Ou est-ce qu'il y a un protocole pour toutes les femmes atteintes de lipœdème et puis on y va et on adapte après, Alors, il y a plutôt un protocole avec des ouais. grandes lignes, et après, bah, chaque femme étant différente, on adapte un petit peu, en fonction des capacités de chacune et bah, voilà, de la morphologie. J'ai des patientes qui ont un stade 3, qui ont des difficultés à se déplacer. C'est sûr que je vais pas les faire courir, ou faire des sauts sur une box jump. Par contre, bah, donc on va remettre en mouvement chez elles et chez les autres, pas et donc en général, on les voit la toute première fois quand elles ont été diagnostiquées et qu'elles nous sont référées par un médecin. On les voit, ça permet de faire un bilan, bah, justement, regarder l'aspect des jambes, comment elles sont, tant sur, les télangiectasies. On fait un pinch test aussi pour voir justement si les tissus sont plutôt, infiltrés ou pas, vérifier la Alors, présence ou pas d'un c'est lymphœdème associé. c'est quoi un pinch test, Alors le pinch Sandra? test, c'est quelque chose, c'est en fait on vient, pincer la peau, comme ça et bah, normalement quand une peau, il y a pas de lipœdème, elle est pas, tendue et luisante, on est censé pouvoir attraper la peau comme ça, sur la main. Voilà et ben, quand on a des jambes de femmes où justement il y a quand même du liquide autour des cellules graisseuses, on a des jeunes femmes
ou plus âgés, mais souvent dans les lipœdèmes plus jeunes, les jambes sont tendues, un peu luisantes. Et en fait, si on essaye de pincer la peau, notamment sur le mollet, eh ben, on n'y arrive pas. Et donc, c'est en général la manifestation que derrière, il y a quand même un peu de liquide qui est emprisonné et qu'il faut le faire bouger. Donc voilà, après, il y a tous les tests qu'on fait aussi dans les lymphœdèmes pour voir tout ce qui est aussi insuffisance vasculaire. On prend des mesures parce que c'est vrai que parfois les femmes ne se rendent pas compte, et on prend des photos aussi, parce que les femmes ne se rendent pas forcément compte, parce qu'elles se voient tous les jours, de l'évolution. Et donc, voilà, le fait de prendre des mesures tous les X temps, bah, ça permet d'avoir, ah oui, tiens, ouais, finalement, il y en a certaines qui le sentent hein, dans leurs vêtements, qui me disent, oui, c'est vrai que je me sens que j'ai plus facile à mettre mes chaussures, dans mon pantalon, je rentre plus facilement. Puis, bah, il y a toujours les éternelles négatives qui, en fait, quand on leur montre les papiers, ah oui, d'accord, ok, voilà. Ouais. Et donc, on essaie que ce soit la même personne qui refasse les mesures, parce qu'on sait qu'entre les intervenants, on peut avoir des biais de mesure. Donc, que ce soit toujours le même qui le fasse. Et on explique après bah, la base de ce qu'on va faire pendant les séances de kiné, ce qu'il va falloir mettre en place à la maison, le choix d'une contention, l'alimentation et tout ça. Et ça va être la première séance. En général, c'est une heure où on ne fait pas de prise en charge, mais on fait vraiment un gros bilan. On regarde aussi au niveau articulaire, cardio-respiratoire, si elles ont d'autres choses associées. Et puis on programme, alors on essaye de travailler sur des phases intensives, donc on programme 1, 2, 3, voire plus semaines intensives, où là on les voit tous les jours. Ça, c'est souvent le médecin qui a diagnostiqué qui détermine le temps de séances intensives à faire. À l'issue de ces séances intensives, bah, justement, on refait les mesures. Elles sont envoyées vers les bandagistes à ce moment-là. Donc, les bandagistes, ce sont ceux qui, en Belgique, font d'autres types de mesures qui permettent bah, voilà, d'avoir des bas de contention. Ce sont des gens formés, entre autres, par les sociétés, les grandes sociétés qui produisent des bas de contention. Euh, et derrière, alors, on met en place un protocole d'activité physique à la maison qu'elles doivent essayer de mettre en place elles-mêmes en gérant avec bah, voilà, ce qu'elles aiment bien faire, ce qui est intéressant. Et on continue à les suivre en moyenne une fois toutes les 2 semaines, donc sur une période d'environ 6 mois. Et passé ces délais, bah, on refait le point en disant voilà, comment elles se sentent, comment vont les jambes, est-ce qu'il y a toujours du liquide ou pas. Et en fonction de ça, soit on espace. Alors j'ai des patientes voilà, qui viennent qu'une fois par mois parce que ça les rassure d'avoir quelqu'un qui, comme de temps en temps, redonne un petit coup de motivation. Certaines reviennent plutôt en fonction de ah tiens, je recommence à avoir des douleurs, donc là, je vais revenir à ce moment-là. Enfin, après, on fait un peu à la carte en fonction de chacune. Mais pour la trame des 6 premiers mois, c'est souvent la même chose pour tout le monde, quoi. En essayant de nous adapter bah, à la vie de tous les jours de tout le monde, puisque tout le monde travaille, c'est pas toujours facile, les enfants, les activités autour, quoi. Oui, tout à fait. Oui, parce que ça prend finalement du temps, hein, c'est ce que tu disais. Ah oui, Voilà, oui, c'est ça. presque, C'est ça demande un engagement en fait c'est et ça. du temps. C'est Ouais. vrai que lors de la première séance, on explique vraiment ce qui va se passer. Voilà, faut savoir qu'une séance, donc il y a la partie où on les équipe. Elles vont faire 40 minutes d'activité physique. On va reposer des bandages dessus. Elles vont repartir pour une deuxième session d'exercice d'environ 40 minutes aussi. Puis derrière, elles se déséquipent. On regarde les jambes et ou les bras, hein, parce qu'on fait aussi sur les bras. Et on regarde, bah voilà, tiens, pour la session d'après, est-ce qu'on doit changer notre montage pour les bandages? Faut compter en moyenne 2h30, 3 heures sur place, quoi. Et donc, c'est vrai que dans un emploi du temps, c'est pas toujours simple. Et l'air de rien, c'est physiquement requérant. Et donc, on a des warriors qui font ça avant ou après avoir été travaillés. Souvent, elles me disent que derrière, elles dorment bien. Voilà, surtout que bah, voilà, quand on est sur 1 ou 2 semaines intensives, bah, ça veut dire que du lundi au vendredi, elles ont ces 3 heures entre guillemets avec nous, Mm, plus le reste de la vie de tous les jours à côté. Donc, c'est ouais, c'est mm. un investissement. Maintenant, c'est ce que je leur dis, si elles sont pas prêtes, et ça se peut se comprendre, je pense que ça sert à rien de se lancer dans ce parcours-là si elles sont pas prêtes. On a eu le cas de jeunes filles qui ont 17 ans, 18 ans, parce que maman a poussé un peu, parce que maman avait été diagnostiquée, elle les a envoyées, et puis bah, du coup, elles sont venues, puis après 1 ou 2 séances, elles étaient ah non, moi, j'ai pas envie de faire attention à ce que je mange, j'ai pas envie de porter de bas parce que avec l'école, machin. Et puis, quelques années plus tard, bah, on les voit revenir. Ah bah oui, mais je commence à travailler, j'ai un peu mal aux jambes, voilà. Et là, on peut commencer à mettre en place avec elles des petites choses. Tout à fait. Mais voilà, il faut que les gens soient prêts à se lancer dans le protocole, quoi.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est important de le souligner, c'est qu'on n'en est pas tous au même stade et on n'est pas prêt à tous à mettre en place. Il y a certains moments de la vie où ça va être plus propice qu'à d'autres et plus nécessaire aussi. Ouais, tout à fait. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est que le bandage multicouche et pourquoi est-ce que c'est intéressant de faire de l'exercice sous bandage multicouche quand on a un lipœdème? Alors, le bandage multicouche, c'est une façon de momifier les gens. Non, enfin, on applique en fait différents matériaux. Alors, ça peut être des watts, ça peut être des mousses avec différentes densités, des mémoires de forme à différents endroits, avec pour objectif le fait de faire chauffer la jambe ou le bras. Parce qu'on sait que pour mobiliser les liquides, notamment lymphatiques qui sont dedans, qui sont emprisonnés, il faut atteindre une certaine température. D'ailleurs, ça nous arrive dans certains cas de prendre une température de la jambe par des thermomètres externes là, enfin, qui font j'ai perdu le mot, mais ils sont cutanés. Mais alors, on a Oui, un dessin de la jambe avec les oui, couleurs de la température. Euh, qu'on le fasse au début de séance et en fin de séance se rendre compte de est-ce qu'on a atteint la température qu'on souhaitait avoir ou pas, ce qui permet de dire, tiens, pour la fois prochaine, bah, est-ce qu'il faut que je rajoute des couches supplémentaires ou pas. Donc ça a volonté de faire un cocon qui réchauffe pour que le liquide qu'on peut imaginer, enfin caractériser comme de la gelée, se ramollisse. Derrière, les bandes sont superposées sur tout le membre. C'est des bandes avec une faible élasticité, justement, pour pas que ce soit l'élasticité de la bande qui se relâche pendant l'exercice, mais vraiment ce qu'il y a en dessous qui absolument. travaille. Oui, tout à fait. Et en fait, la bande va venir faire un espèce de mur, et d'autre côté, on va avoir le muscle qui va se contracter, et donc ce liquide qui est entre les deux va pouvoir être mobilisé, va être ramené vers le système lymphatique et va pouvoir être évacué après par les grandes D'accord. la grande circulation, quoi. Mais donc, dans une certaine mesure, le bas de contention fait un travail un peu similaire. Le problème, c'est que le bas de contention, il chauffe pas. Donc, lui, il permet juste de faire le mur d'un côté qui, quand on fait un exercice, pas dans l'eau, bien sûr, permet d'imposer une résistance pour éviter de faire gonfler la jambe ou le bras quand on fait une activité physique, quoi. Donc voilà. Donc, c'est ce que tu me disais. Donc, c'est bandage plus exercice. Les deux sont vraiment couplés C'est ça. ensemble. Et Mhm. du coup, les bénéfices qu'on attend. Donc, tu me dis, chez certaines personnes, on arrive à réduire un peu le volume, mais pas chez tous. Et est-ce qu'il y a un bénéfice, du coup, sur la douleur de ce... Ouais, c'est Ouais. souvent la première chose qui disparaît. Les femmes, alors je peux pas, enfin, les premières séances sont vraiment pas très agréables, fatalement, parce qu'on vient comprimer des choses qui sont tendues dans le sens inverse. Mais après, en général, les 2, 3 premiers jours, les femmes nous disent, oh là là, quand je sors de ma séance, j'ai les jambes légères, ça faisait longtemps que ça m'était plus arrivé, ou j'avais mal aux jambes la nuit, j'ai plus mal dans ma journée. Enfin, ça, voilà, c'est les premières choses qu'elles nous disent avant que les centimètres disparaissent. C'est vraiment cette sensation de jambes lourdes, Mm. de douleur, de lancinant, de choses comme ça, c'est la première chose qui disparaît. Et derrière, bah, le fait d'avoir travaillé et qu'on ait trouvé la bonne contention, en général, ça maintient bien le résultat. Et souvent, quand elle recommence à avoir des douleurs, c'est le moment où on se questionne en disant, tiens, ça fait combien de temps que tu as ton bas de contention? Ah ouais, tiens, ça va faire presque 6 mois. À mon avis, c'est qu'il est temps de le changer. Ou ça arrive parfois où c'est avant, et souvent en fait c'est parce qu'elles ont perdu en centimètres et que, du coup le bas fait plus son effet. Et donc en fait il faut aussi changer. Oui, Donc voilà. oui. Et donc, juste pour revenir un petit peu sur le lymphœdème par rapport au lipœdème, parce que Mhm. c'est vrai que souvent, enfin, on entend parler de bandage multicouche pour des personnes qui ont un lymphœdème. Est-ce Ouais, que tout à tu peux fait. nous expliquer un petit peu la différence lymphœdème, lipœdème et pourquoi quand même, bah, je pense qu'on a tous compris que le bandage multicouche était quand même très intéressant en cas de lipœdème, même s'il n'y avait pas Mhm. de lymphœdème associé. C'est bien Alors, ça. il y a une grande question qui se pose pour l'instant, notamment enfin, pour l'instant en Belgique, c'est par rapport à ça. Euh, donc, nous, à l'heure actuelle, bah, comme j'avais expliqué, la prise en charge des patientes avec le lipœdème n'est pas reconnu comme en France, Mhm. et donc elles sont soumises, pour avoir des critères de remboursement, notamment pour les bas et pour la kiné, à la réalisation d'une lymphoscintigraphie. Et on se demande dans quelle mesure est-ce que justement, il y en a quand même certaines, enfin, une grande majorité qui ont quand même des critères d'insuffisance lymphatique, pas toutes, mais quand même. Et donc, dans quelle mesure est-ce que c'est l'hypodème qui engendre cette petite insuffisance ou est-ce que c'est parallèle? Et du coup, est-ce que justement celles qui répondent le mieux au bandage, c'est parce qu'elles ont cette petite insuffisance lymphatique associée ou pas?
Ça, c'est Ok. encore la grande question pour laquelle on n'a pas encore la réponse. Euh, Dans le lymphœdème, c'est vrai que déjà, la différence, c'est quand on va monter les bandages, le lymphœdème, souvent c'est unilatéral. Alors, ça peut arriver dans les maladies syndromiques que ce soit bilatéral, mais souvent c'est unilatéral. Ça peut toucher qu'un segment mollet sans forcément aller jusqu'à la cuisse ou des choses comme ça. C'est des gens qui, quand on monte les bandages, ne ressentent pas de douleur dans les premiers exercices ou quoi. C'est pas quelque chose qui est désagréable, contrairement aux femmes qui ont des lipœdèmes. Euh, et donc, chez eux, c'est vraiment la visée d'une réduction De de volume. volume, Mm. sachant que dans les lymphœdèmes, on a des lymphœdèmes qui sont très liquides et qui, sur une séance, peuvent perdre 5 à 8 cm, par exemple, et d'autres qui sont très organisés, chez qui il va falloir des semaines et des semaines pousser pour en fait rompre des liens qui sont faits dans la lymphe. Ça s'est organisé à l'intérieur et c'est beaucoup plus difficile. Dans les montages, forcément, on sait qu'en fonction de la couche de mousse qu'on met, on pousse et qu'on arrive à comprimer, ça va être la même chose qu'on va pouvoir déplacer comme liquide, mais on sait que dans un lymphœdème, il y a plus de liquide que dans un lipœdème, donc on va avoir tendance à mettre beaucoup plus de couches de mousse, des mousses aussi plus différentes que dans un lipœdème. Les couches de mousse qu'on pose sur les jambes sont quand même un peu plus fines, quoi. Donc voilà. Et alors, quelle est la place du drainage lymphatique là-dedans? Est-ce que tu peux nous parler un peu des drainages lymphatiques manuels et des différentes techniques? Et voilà, je serais très curieuse d'avoir ton Alors, avis sur la question. Alors voilà, c'est c'est mitigé. En fait, il y a de mémoire une étude qui avait été faite il y a quelque temps qui montrait que le drainage lymphatique, mais j'avais pas envie de me faire, enfin, me faire tirer les oreilles par d'une certaine méthode assez douce, euh, avait pas d'effet. Donc ils ont fait des lymphofluoroscopies avec des caméras qui permettent de voir ça. Et donc, les fameuses techniques toutes douces, voilà, ça mobilisait pas du tout les fluides. Donc, celle-ci, j'ai envie de dire, c'est pas l'idéal. Par contre, on a montré que des manœuvres un peu plus poussées, alors ça doit pas être trop douloureux non plus, mais c'est pas toujours très agréable. En fait, pour faire avancer la lymphe dans le système lymphatique, il faut quand même le comprimer légèrement et exercer une pression vers le haut. Alors, on parle de technique de fill and flush dans certains cas. Ça dépend, mais donc il faut qu'il y ait un mouvement qui soit exercé de bas vers enfin, ouais, de l'extrémité d'un membre vers la racine, avec une certaine pression. Et là, on a montré que ça permettait de faire circuler la lymphe. Maintenant, à nouveau, quand on est dans le cadre d'un œdème qui est encore dur, tendu, donc une jambe qui n'aurait pas eu de traitement par bandage au départ, on va mobiliser peut-être un petit œdème veineux qui est en surface, on ne va pas mobiliser vraiment la lymphe. On sait que dans le lipœdème, en plus, le liquide, il est plus profond, il est presque encoqué, entre guillemets, dans les cellules graisseuses, enfin, entre les cellules graisseuses. Et donc, du coup, pour le mobiliser, comme ça, à froid, il n'y a pas beaucoup, y a pas beaucoup d'intérêt. Maintenant, moi, j'ai toujours dit que si mes patientes, elles se sentent mieux après et qu'elles veulent en faire, en général, elles peuvent en faire en parallèle et pourquoi pas. Aujourd'hui, en termes d'arguments scientifiques sur le sujet, on n'a pas grand-chose. C'est quelque chose qui reste encore parce que c'est aussi thérapeute dépendant dans la pratique. Il y a beau avoir, je pense qu'il y a 4 techniques pour l'instant qui existent au niveau drainage. Voilà. Celle qui est très à la mode, c'est la technique brésilienne et avec des avant-après incroyables. J'avoue que je ne l'ai pas testé moi-même, j'aimerais bien parce que moi je suis un peu comme Saint Thomas, je ne crois que ce que je vois. Voilà, je D'accord. ne sais pas Et dire pourquoi est-ce que cette technique serait mieux que d'autres. Il n'y a rien, mais alors rien, j'ai cherché sur PubMed, il n'y a rien sur cette technique. Donc, je suis un peu embêtée quand les gens me demandent quoi, parce que scientifiquement parlant, il y a pas, j'ai aucun appui. Après, à nouveau, si les gens sont prêts à essayer, pourquoi pas, hein, mais parce que je crois que c'est quand même quelque chose d'assez profond quand même, d'après ce que j'ai compris, oui, hein. tout à fait, ouais. Ah oui, oui. Voilà, ouais, oui. Et puisque tu parles de ça, qu'est-ce que tu penses aussi de la madérothérapie qu'on voit? Je ne sais pas si tu connais ou pas. Donc, c'est avec une espèce de Ceux qui rouleau les... en bois. Ouais. On ne sait pas non plus, en fait. Non, je sais Voilà. pas. Je sais que Mm, pendant tout un temps aussi, j'avais des patientes qui m'avaient parlé de brossage à sec. mm.
Là, pareil, j'ai des patientes qui m'ont dit: «Waouh, c'est formidable, je sais qu'il faut faire juste attention parce que faut éviter les lésions, parce que ça peut créer, bah, du coup, après des plaies ou des choses comme ça» et donc un des médecins avec qui on a l'habitude de travailler avait préconisé que les patientes utilisent plutôt des espèces de rouleaux en silicone plutôt qu'une brosse en faisant le même type de mouvement, mais à nouveau, c'est des choses qui ont pas été enfin, c'est qui sont testées comme ça à droite à gauche, mais qui ont pas été testées scientifiquement. Donc je suis plutôt quelqu'un qui va comme j'ai quand même une Mmh, formation de kiné, qui va dire: «Bah, voilà, au niveau de la science, il y a ça. Maintenant, si des femmes le font et que ça leur fait du bien, je les empêche pas de le faire, quoi». tout à fait. Donc il faut rester, bah, attentif en tout cas, aux résultats qu'on a derrière, quoi. Ne pas mal faire. Non, Ouais. non, c'est ça et puis c'est toujours difficile, enfin, on peut pas généraliser parce qu'une personne a eu un résultat pour dire que ça va fonctionner chez tout le monde. Malheureusement, on le sait, hein, l'expérience, Mmh. clinique, peut pas Mmh. être appliquée à tout le monde à chaque fois Ouais. et donc voilà, moi je dis aux gens: «Si vous avez envie d'essayer, essayez». Après, j'aime bien qu'elles me fassent un retour en me disant: «Oui, vraiment, voilà, ça a Mmh. fait quelque chose» ou «Bof, non, ça a rien changé». Mais je peux pas dire aujourd'hui: «Waouh, cette technique-là, faut que tout le monde le fasse parce que, c'est ultra efficace», quoi. Sinon, Ouais. Alors parfois, moi, je vois passer sur certaines études, là, par contre, ce qu'on appelle le deep massage tissu. mmh mh. Pour toi, c'est, ce fameux drainage un peu plus profond. Est-ce que ça correspondrait à ça? Est-ce que tu connais ou, moi, je connais Bah, pas je du tout, hein, donc oui. bah, je sais non, j'avoue que j'ai pas lu Ouais, d'études sur le ouais, sujet. ouais, Je sais que parfois, entre, enfin, tout ce qui est nomenclature francophone et anglophone, parfois on ouais, utilise des termes différents pour différent. quelque chose qui est proche. Ouais, Hem, ouais, bah, après un massage profond, ouais, ça faudrait pourrait ressembler, ouais, à une technique de drainage un peu bah, plus poussée, quoi. ouais, c'est ça m'y fait un petit peu penser, Mmh bon, mh. Ouais, tout à fait. autre petite question par rapport aux fascias, parce qu'on parle de plus en plus des fascias et notamment fascias avec le lipœdème pour soulager les douleurs. Mmh Est-ce mh. que tu as un avis là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que tu utilises dans ta pratique de kiné, le massage des fascias pour les femmes atteintes de lipœdème ou pas? Alors moi pas parce que pour tout ce qui est fasciathérapie, puisque c'est Ouais, comme ça que ça s'appelle, ouais, faut une formation supplémentaire que moi j'ai pas réalisée. OK. Je sais que c'est pas du tout agréable Oui, pour l'avoir testé. Maintenant, sur le plan scientifique, forcément si on libère les fascias et que du coup ils bougent, enfin ils glissent mieux les uns sur les autres, mmh, c'est clairement, enfin oui ça tient la route du fait que ça soulage des douleurs. Mais pour y arriver, enfin, on sait que les femmes, avec des lipœdèmes font des hématomes plus facilement. c'est C'est douloureux, comme tu disais. Déjà, il y a la ouais, douleur du c'est lipœdème douloureux plus, et la douleur, il risque d'y ouais, avoir quand même quelques hématomes à la sortie, ouais, mais ouais, bon, voilà, ouais, parfois c'est le bénéfice-risque en fonction de c'est pas très agréable, mais on ouais, se sent mieux après pendant ouais. plusieurs semaines. Voilà, ça va. Mais ouais, je c'est pas quelque chose qui est pratiqué d'office dans ce cadre-là, mais je pense que ça pourrait enfin, ça pourrait faire l'objet d'une recherche un peu plus poussée, notamment par rapport aux douleurs, D'accord, du lipœdème, ouais. Et ben, maintenant, si on parlait un petit peu de pressothérapie, quel est ton avis sur le sujet? Est-ce que ça a un intérêt ou pas? Voilà. Alors, mon opinion personnelle, c'est que Oui. ça sert pas à grand chose parce que, bah, comme on avait discuté, une pressothérapie, efficace, ça doit être une pressothérapie qui doit avoir au moins 7 chambres, voire plus, dont on devrait pouvoir régler le temps de gonflage, le temps d'exsufflation, le temps où ça maintient la pression et dans enfin voilà. Et pour avoir ce genre de pressothérapie, ça coûte très cher. Déjà ça et puis, ben, ça a tendance à mobiliser plutôt, bah, à nouveau des liquides qui sont plus superficiels ou alors, si on devait l'envisager, j'ai envie de dire, plutôt dans une fin de séance où, les patientes ont eu un traitement justement plutôt, bah, voilà, par bandage ou quoi. La jambe est plus souple et alors on se dit: «Bah, tiens, on finit la séance avec, ce type, d'exercice» parce que ce soit dans le lymphœdème comme dans le lipœdème, bah, voilà, si on a une jambe qui est entre guillemets, «froide» avec un œdème qui est, dur et difficilement mobilisable, ça va pas mobiliser grand chose. À nouveau, moi j'ai des patientes qui me disent surtout l'été, parce que l'hiver pas trop, mais qui me disent: «Oh, l'été quand même ça me soulage mes jambes». Alors elles me disent, hein, c'est pour, la journée ou quelques heures, hein. C'est pas quelque chose qui se maintient sur du long terme, mais ça leur fait du bien. Alors, bah, si ça leur fait du bien, j'ai envie de dire, voilà, moi je suis pas quelqu'un qui va leur dire: «Non, alors le fais pas», parce que scientifiquement, on n'a pas de preuve que, si ça te fait du bien, bah, alors continue, tant que ça fait pas de mal, j'ai envie de dire, voilà, ça on peut continuer. Mais
en termes de fonctionnement, Mmh. oui, si on avait quelque chose dont on sait régler les pressions et tout ça, c'est plus intéressant. Quelque chose qui reste très superficiel, où on est à 20 millimètres de mercure de pression, pas sûr que ça ait une grosse efficacité sur la mobilisation des fluides. Et du coup, si on fait ce choix-là de faire de la pressothérapie, consulter des professionnels qui ont l'habitude de travailler en pressothérapie et qui ont donc certains appareils pour pouvoir vraiment, régler les pressions, de la bonne manière, hein, c'est Ouais, ça? oui, ça tout à Et fait, donc ouais. les petits appareils qu'on peut trouver, ben, ma foi, en ligne, Oui, tout à et fait. cetera, aucun intérêt. Non, bah, après à nouveau, si certaines femmes les Ouais, ont et qu'elles les utilisent et qu'elles ont moins de ouais, douleur, pourquoi qu'elles les pas? utilisent. Mais c'est vrai que si on veut quelque Mmh. chose qui soit plus efficace, idéalement, il faut se retourner vers des professionnels qui ont le matériel adéquat, quoi. Mmh. Oui, alors je voulais faire aussi un petit point par rapport, au problème de mobilité des femmes atteintes de lipœdème, parce que je pense que quand on arrive à des stages assez avancés, on a quand même cet amas, de masse graisseuse, en fait, entre les jambes qui peuvent provoquer des problèmes de hanches, des problèmes de genoux, et cetera. Mmh mh. Est-ce que vous en voyez en cabinet et qu'est-ce qu'on peut proposer, en fait, à ces femmes? Ben, en fait, c'est de la remise en mouvement, donc on va commencer, par des exercices plutôt enfin, de type vélo où on est en décharge, on n'est pas toujours en appui sur les jambes ou, des choses comme ça pour réactiver au niveau musculaire. Des petits exercices de renforcement musculaire, en position assise au départ et essayer de les accompagner justement vers la partie remise debout, reprendre la marche, sur de l'intervalle training par exemple, on va marcher, X temps ou X mètres et puis on fait une petite pause et on remet en route. Et en fait, on sait que, bah, oui, renforcer au niveau articulaire, enfin au niveau musculaire, ça protège les articulations et donc bah, tout ce qui est exercice de renforcement musculaire, alors on passe pas de j'ai jamais rien fait à je soulève 150 kilogrammes comme on avait dit, hein, mais voilà, de remettre en mouvement, et en exercice, c'est important parce que parfois même se lever d'une chaise, ça devient compliqué Mmh, et donc le fait de remuscler tout ça permet de récupérer en aut le l'autonomie perdue, quoi. ouais. Enfin, c'est souvent aussi un cercle vicieux, c'est-à-dire que, bah, il y a le poids de la jambe qui est là, il y a les douleurs, du coup, les jambes bougent moins et du coup, bah, moins ils bougent, moins ils ont de muscles et donc moins ils ont de muscles, bah, plus c'est difficile de bouger, donc plus c'est douloureux et puis à un moment donné, c'est le serpent qui se mord la queue et donc il faut à un moment donné casser le cercle et accepter, bah, au début peut-être que ce soit un peu difficile, que ce soit un peu douloureux. Alors, quand je dis un peu douloureux, ça doit rester supportable, hein, mais voilà, remuscler, ça doit pas être, juste, voilà, regarder les papillons voler et donc au début, c'est pas très agréable et puis au fur et à mesure, bah, voilà, elle récupère en force, en autonomie et elle se rend compte de l'intérêt, quoi. Mmh. Juste avant de passer au côté, sportif en fait, hein, du Mmh. coup, au côté musculaire, j'avais vu quand même passer quelques petites, pistes sur, une faiblesse musculaire justement chez les femmes atteintes de lipœdème, notamment au niveau des quadriceps, hein, il me s et aussi, des peut-être des problèmes de périnée, chez ces femmes-là. Je crois qu'il y a d'ailleurs une étude belge qui se pose, la question actuellement. Mmh mh. Est-ce que toi, au cabinet, c'est des choses, que tu as constatées ou que, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Alors, je te parle Alors plutôt d'opinion parce que pour le moment, on ne sait pas, on n'a pas trop de non, non, pistes. tout à fait. Bah, alors, c'est vrai que Ouais, moi, je suis pas formée dans le domaine de la périnéo, c'est mon ouais, collègue qui l'est ouais. et c'est vrai qu'il s'est posé la question à ce moment-là parce qu'on s'est rendu compte, bah, on sait que, dans le lipœdème, il y a des troubles du tissu du collagène, ça, c'est quand même plus à démontrer et donc, bah, dans notre périnée, bon, il y a une partie musculaire, mais il y a aussi toute une partie d'insertion tendineuse et tout, et on s'est rendu compte qu'on avait, bah, oui, des jeunes filles qui avaient, des troubles musculaires, sans forcément avoir eu des enfants fatalement, parce que ça peut être l'origine d'un problème. Et donc ouais, d'avoir associé des pathologies, du périnée. Maintenant, est-ce que c'est en lien avec le lipœdème ou pas? Il y a tellement de choses qui sont en fait dans l'ignorance aujourd'hui, au niveau périnée. On n'en parle pas souvent, mais une athlète de haut niveau sur 3 est incontinente et pas parce qu'elle a un périnée trop faible, mais parce qu'elle a un périnée très tonique et que du coup, le périnée, il doit être à la fois musclé pour serrer, mais souple parce que, bah, il y a monte et redescend et en fait, quand ils sont trop musclés, bah, ils ont plus ce mouvement-là, et donc du coup, c'est ça qui est à l'origine des fuites et en fait, on a la même chose chez des jeunes femmes aujourd'hui parce que dans les comportements qu'on peut avoir, bah, les toilettes des écoles sont pas toujours propres ou voilà, si on est au travail, on n'a pas envie de se lever dans les open space régulièrement pour pas qu'on nous dise: «Ah, tu as vu, elle va tout le temps aux toilettes celle-ci». Donc les femmes se retiennent tout le temps, principalement et là où chez un homme ça pose un peu moins de problème,
encore que, bah, voilà, le fait de se retenir tout le temps, on crée une hyperstimulation du périnée et donc on a aussi des périnées très toniques chez des femmes, donc est-ce que c'est lié au lipœdème après ou pas? Je pense que c'est un peu enfin, pour l'instant, on n'a aucune idée, mais de fait, on a des femmes avec du lipœdème qui ont des troubles du périnée. Mmh. Et maintenant, donc, je pense que c'est quand même intéressant de parler aussi de ton expertise de coach sportif, Mmh. que pour moi, lipødème et sport, c'est quand même quelque chose d'indissociable. On est d'accord? On est Bah, en fait, pour d'accord. tout le monde dans la vie de tous les jours, hein, mais Pour tout le monde, tout à fait, peu importe l'âge. peu importe l'âge, tout à fait. Et c'est vraiment donner un coup de pouce supplémentaire à sa santé que de mettre en place une activité physique adaptée. Tout à fait. Et donc voilà, je voulais parler un petit peu de sport cette fois-ci avec toi. De quels conseils est-ce que tu peux donner aux patients atteints de lipœdème? Alors, quel type de sport? Voilà, parce qu'on voit souvent des sports à faible impact pour le lipœdème. Et voilà, je voulais qu'on fasse un petit peu le point là-dessus par rapport à Mmh. ton expertise. Alors c'est vrai que dans le cadre du lipødème, il est souvent préconisé de pratiquer des sports dans l'eau, de type aquabike, aquafitness, tout ça. Alors à savoir que la natation, c'est pas mal, mais les jambes sont très à la surface de l'eau. Du coup, on perd l'effet parce qu'en fait, souvent les sports d'eau qu'on préconise, c'est parce que l'eau, avec la pression de l'eau, exerce en fait une pression sur la jambe et ça fait, un peu comme un drainage et donc c'est vraiment cet intérêt-là qui est intéressant. Hem Dans la nage, bah, du coup, on est très superficiel, donc on perd l'action de l'eau. Donc, si on veut pratiquer la natation, eh bien, on met des pannes comme ça, on enfonce les jambes un peu plus dans l'eau et on retrouve un petit peu, ce drainage fait par l'eau. La marche dans l'eau, ça, c'est très chouette. Sauf que, et c'est un avis personnel, mais je pense que, qu'il y a enfin, que ça peut se comprendre. Dans la vie de tous les jours, on vit rarement dans l'eau, on n'est pas des poissons. Et donc on est soumis à la gravité et faire des sports d'eau, alors c'est bien pour, l'aspect drainant pour les jambes. Malheureusement, en termes de développement de la musculature, c'est pas reproductible, à des exercices entre guillemets qu'on fait sur la terre ferme avec la gravité et je pense que ça a un intérêt d'associer les 2. C'est-à-dire que c'est bien de faire des sports dans l'eau pour l'aspect drainant des jambes et c'est bien de faire des sports en dehors de l'eau, pour l'aspect, renforcement musculaire. Attention que si on fait un sport hors de l'eau, on porte sa contention quand on fait son exercice. Donc voilà. Après dans les sports, alors forcément oui, on limite en général les sports à choc parce qu'on dit que, bah, voilà, tout ce qui est, course à pied ou quoi, le fait d'avoir, des surfaces dures, c'est pas idéal. Maintenant, moi je temporiserais un petit peu en disant voilà, si on a des patientes, qui sont, aficionados de la course à pied, je préfère avoir une patiente qui me dit: «Écoute, moi j'adore courir», et qui va courir et donc à ce moment-là, on aménage un peu la pratique en disant: «Voilà, va courir sur des terrains, plus meubles, en forêt, ça». Éventuellement changer de paire de baskets avec des baskets qui absorbent un peu les chocs, revoir, à ce moment-là aussi par, des spécialistes un peu la technique de course, éventuellement pour éviter qu'il y ait une trop grosse attaque talon, des choses comme ça et qu'on sait que ça, elle aime bien et donc elle va le pratiquer régulièrement plutôt que de lui dire: «Ah bah écoute, va te mettre, je sais pas moi, à faire, un autre sport» et elle va dire: «Moi ça j'aime pas du tout» et en fait, bah, du coup, elle va arrêter complètement la pratique de l'activité physique. Alors oui, idéalement, les sports, sans impact sont mieux. Maintenant, si les femmes, ont, bah, une pratique d'un sport comme ça et dans lequel elles s'amusent, moi j'ai envie de dire, tout est bon à prendre, Ouais. Donc, ce que tu dis pour des sports à impact comme, je sais pas, par exemple le tennis, tu disais la Mmh course mh. à pied ou encore d'autres, c'est contention obligatoire, enfin Ouais, contention obligatoire recommandée, c'est ça. Oui, on pour, peut pas forcer les gens. voilà, et puis adapté avec soit, comme tu disais, un seul meuble ou soit des baskets avec, voilà, Mmh. un bon amorti, et cetera. Mais c'est toujours mieux Ouais, de tout à bouger que de fait. ne pas bouger. Exactement. Je préfère ça que quelqu'un qui Ouais. reste dans son canapé à regarder Netflix. Et tu parlais justement du côté motivation et par rapport au sport. Et c'est Mmh vrai mh. qu'un sport qu'on aime, on va y aller sans trop de soucis. Quelque chose qu'on n'aime pas, on va le faire peut-être une semaine, 15 jours, allez, 3 mois, et puis après, on va laisser tomber. Et ça serait vraiment dommage. Ouais, tout à fait. Mm. Sachant que c'est quelque chose la pratique de l'activité physique, c'est quelque chose qui est bon pour tout le monde, pas juste pour les femmes avec un lipœdème. C'est le corps humain, à la base, il est fait pour bouger. Malheureusement, on a des métiers de plus en plus sédentaires et c'est malheureusement délétère au corps humain. Mm.
Et bah, on adapte forcément la pratique, c'est pas à 80 ans, quoique on a des gens qui à 80 ans sont encore bien en forme. On ne fera pas faire la même chose que ce qu'on peut faire à 20, à 30 ou à 50 ans, mais le fait de bouger régulièrement, de remettre du mouvement, c'est vraiment important. Et donc, aujourd'hui, c'est essayer de faire comprendre aux gens que ça doit être comme un rendez-vous, alors peut-être pas tous les jours, mais au moins 2 à 3 fois dans la semaine, un rendez-vous avec eux-mêmes, un rendez-vous aussi avec des copains. Si on fait un truc avec, enfin, voilà, avec d'autres personnes, c'est aussi de la sociabilisation pour certaines personnes qui sont seules éventuellement. Et c'est du temps pour soi, pour sa santé, pour son bien-être. Voilà, ça permet, outre les bien-être pour le corps, pour la santé mentale aussi, c'est bon, hein, et on évacue, on sécrète de l'endorphine, tout ça, donc Oui, c'est bon pour le métabolisme, tout à fait aussi. pour les Ah, hormones, pour moi je l'esprit. suis, partisane de je bouge plus pour manger plus. Ah, bonne Mais chose. bah, ouais, mais bon, comme Ouais. ça au moins. Mais oui, non, non, le mouvement, c'est très important. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement un petit peu les différents types de sports entre les sports d'endurance, on va dire, et puis les sports où on va plutôt gagner de la masse musculaire? Et voilà, quel est l'intérêt et comment est-ce qu'on peut mélanger un petit peu tout ça pour se faire du bien? Alors après, les sports d'endurance, ça va plutôt Ouais. travailler le système cardio-respiratoire, ce qui est pas mauvais, hein, parce que finalement, il faut l'entraîner aussi. Ouais. Mais c'est vrai que, au niveau musculaire, bah, déjà, pour des gens qui n'ont pas d'atteinte, de lipœdème, si on regarde la morphologie, c'est des gens qui vont avoir une musculature plutôt, pas flasque, mais, voilà, il y a pas de dessin musculaire. C'est plutôt long. Enfin, après, ça dépend de la morphologie. Malheureusement, on a aussi la génétique qui intervient. Et ça peut être, oui, tout ce qui est sport de course à pied ou des choses comme ça. Dans le vélo, il y a de l'endurance aussi, mais l'air de rien, il faut quand même pousser en fonction. Enfin, on n'habite pas tous un endroit où c'est plat. Et donc là, il y a quand même déjà un peu plus d'engagement musculaire dans le vélo. Mais c'est vrai que par rapport à notre squelette, le fait de faire du renforcement musculaire, et ça peut être de différentes façons, hem, ça va avoir un impact, l'air de rien, parce que la contraction musculaire, va permettre de faire circuler aussi, d'un côté notre partie, lymphatique, hein, puisqu'en écrasant les vaisseaux et veineuse, en écrasant nos vaisseaux et en relâchant, c'est ça qui fait circuler. Et puis, bah, en fait, le fait de renforcer nos muscles, ça soutient nos articulations, donc moins de bobos au quotidien aussi. Le fait de développer sa masse musculaire, on augmente son métabolisme, donc c'est tout bénéfique. Après, le développement de la masse musculaire, il peut être fait par, bah, oui, il y a des gens qui vont faire du crossfit, d'autres du renforcement musculaire, voilà. La pratique de sport plutôt comme le yoga ou le pilates vont travailler plutôt les muscles, de la posture, donc les muscles endurants et moins parce qu'on a différents types de muscles. On a des muscles qui travaillent en endurance, notamment ceux qui sont le long de la colonne, ça, qui ont un rôle de maintien de la posture, et on a des muscles qui sont liés à enfin, qui sont là pour faire des mouvements et qui, eux, se fatiguent plus vite parce que l'objectif, c'est pas de faire ce mouvement, sur un long temps. Et donc le développement musculaire va pas être le même forcément si on pratique, le yoga, le pilates versus quelqu'un qui fait du crossfit. Les 2 sont complémentaires parce que travailler, ce qu'on appelle le core en anglais ou, bah, voilà, vraiment les muscles de l'endurance, le centre du corps, le dos, les abdos. Ça a un rôle au quotidien, sur notre posture, et les muscles à côté, bah, c'est ceux qui vont nous aider à porter au quotidien. Je trouve que c'est important, en fait, finalement, de développer les muscles qu'on va réutiliser dans sa vie de tous les jours pour, porter nos enfants, aller faire les courses, monter les escaliers, des activités qu'en fait on fait au quotidien, mais renforcer nos muscles pour que ces activités quotidiennes ne deviennent plus justement, une contrainte, que ce soit, facile. Est-ce que tu pourrais nous donner des exercices, des exemples de sport ou qu'on peut faire justement pour prendre du volume musculaire, pour accélérer son métabolisme? Alors, bah, pour prendre du muscle, Ouais, c'est tout ce qui est ouais, renforcement musculaire, que ce ouais. soit, alors, bah, il y a la musculation pure et dure, il y en a qui vont le faire, sous forme de circuit training. Dans ce cadre-là, c'est pas mal dans tout ce qui est musculation ou circuit ou quoi, c'est d'être encadré au départ par des gens qui s'y connaissent pour qu'on puisse apprendre le mouvement correctement.
les bons placements et tout ça pour pas se blesser et qu'il y ait quelqu'un qui guide pour, bah, expliquer, voilà, dans l'évolution, comment on fait pour augmenter sa charge parce que les muscles et les tendons, ne s'acclimatent pas de la même façon à l'effort et donc notre muscle s'acclimate plus vite que le tendon et donc si à un moment donné on charge trop vite, bah, le tendon va se blesser. C'est comme ça qu'on se fait des tendinites, donc c'est pas mal d'être accompagné. Et d'ailleurs aujourd'hui pour pas mal de sports, que ce soit le tennis, la course à pied, enfin pas mal de sports de haut niveau, hein, même, si on est, rugby, gymnaste ou quoi, on préconise de faire justement du renforcement musculaire. Donc il y a dans la musculation, c'est très vaste, il y a différentes façons de s'entraîner. Il va y avoir des gens qui vont vouloir gagner que de la masse. On peut gagner, en vitesse, donc il y a de la pliométrie, où là, c'est plus associé avec des mouvements balistiques, il y a plein de mouvements différents et c'est souvent associé dans les prises en charge sportives maintenant, au sport lui-même, parce qu'on s'est rendu compte que développer la musculature permet d'améliorer, bah, un geste technique, que ce soit, en tennis, en foot ou quoi que ce soit, ou en course à pied, un déroulé de pied, bah, si on a un quadriceps qui est plus fort, des muscles des mollets, si on a travaillé déjà la réactivité, enfin voilà, il y a moyen de se réathlétiser, Mmh. à côté. Donc c'est vraiment pour gagner du muscle, il faut soulever de la charge, mais on soulève pas de la charge n'importe comment. Après, pratiquer un sport, bah voilà, on va entretenir ce muscle, quand on fait, du tennis ou ça dure des heures, bah, forcément on travaille l'endurance du muscle, on travaille pas forcément sa force à ce moment-là, c'est à côté en salle avec tous les entraînements qu'on va enfin toutes les séances de renforcement musculaire qui vont travailler, la force, Mmh. à ce moment-là, quoi. Donc on peut tout à fait travailler avec des poids quand on a un lipœdème, Bien sûr, hein, mais mais de en étant façon, accompagné. voilà, de Voilà. façon de façon, progressive et accompagnée. C'est-à-dire qu'on part pas de, «J'ai jamais rien soulevé» à «Je veux soulever une barre de 150 kilogrammes», c'est pas possible. Ouais. Il y a, des femmes dans le milieu du crossfit, qui ont des très bons niveaux et qui ont des lipœdèmes, hein, Mmh. Alors c'est un peu plus frustrant pour ces femmes-là parce que forcément le dessin du muscle se voit moins bien que d'autres femmes, mais ça ne les empêche pas de performer, hein. Donc d'ailleurs, enfin voilà, bon, c'est pas impossible. Et tu me parlais de squat la dernière fois et de quand on avait discuté un peu ensemble et tu me disais, alors je sais plus le poids que tu m'avais annoncé, mais c'était quand même assez impressionnant pour une femme qui était en bonne santé. Donc Ouais. en fait, on considère dans les recommandations à l'heure actuelle que pour une femme d'une trentaine d'années, qui doit être en bonne santé, un squat avec 50 kilos sur les épaules, ça doit être faisable. Ouais, tout à fait. Sachant qu'au quotidien, bah, voilà, toutes les mamans, régulièrement, elles se baissent, elles portent leurs enfants et tout, donc bah, on les porte peut-être pas jusqu'à ce qu'ils fassent 50 kilos, hein, Ouais. mais bon, au moins une vingtaine de kilos, je pense qu'il y a pas mal de mamans qui font ça et donc je suis parfois assez étonnée en cabinet quand on donne une haltère ou une kettlebell de 6 kilos, les gens font: «Ah, 6 kilos!» Je dis: «Oui, mais c'est un pack d'eau 6 kilos. Enfin, quand tu vas au supermarché, tu te poses pas la question, c'est tu prends ton pack et donc bah, oui, donc c'est important de travailler 6 kilos parce que finalement, c'est quelque chose qui, dans la vie de tous les jours, est reproductible, donc tu vas aller soulever, ce poids-là, quoi. Mhm. Donc heu, donc voilà. Oui, donc en fait, comme tu dis si bien, en fait, il faut être équilibré entre guillemets dans un monde idéal. Il faut faire à la fois des sports un peu d'endurance, donc des sports de posture, ce que tu Mmh disais mh. avec le pilates, le yoga, ce genre de choses, mais Mmh. aussi des sports de musculation, en fait, hein, vraiment pour prendre de la masse musculaire. Ouais. Et tout est Oui, alors relié. après voilà, c'est pas toujours simple, c'est important aussi de travailler sa mobilité, donc ça, c'est Ouais. encore différent. C'est-à-dire que, ça va être plutôt, des mouvements, oui, d'étirement, type stretching, ou bêtement mobilité, hein, où on va travailler les ouvertures des épaules, ça. Et c'est vrai que, bah, ça peut être dans les jours off justement où on fait pas de sport, on peut dire: «Tiens, on peut se placer une petite séance», ça doit pas prendre 15 heures, mais c'est à nouveau prendre soin de soi aussi. Hem Ouais, je pense que c'est un équilibre, pour tout, mais avant tout, il faut trouver la chose, qui nous fait plaisir. J'ai des patientes qui adorent la Zumba. Bah, ça travaille plutôt le cardio, Mmh. ça travaille un peu, les muscles, mais bon an mal an moins, mais au niveau cardio-respi, c'est assez intense et donc, bah, voilà, si elle aime bien, qu'elle s'éclate là-dedans, qu'elle le fasse. Après, je dis toujours: «Ouais, si tu peux rajouter une petite séance de renforcement en plus, c'est bien. Si tu sais pas, bah, déjà tu fais ce que tu peux, tu bouges». Ouais. Sandra, est-ce que tu pourrais nous donner 3 exercices faciles qu'on pourrait faire, par exemple, à la maison, quand on est, voilà, tout seul pour, Bah, le plus simple, c'est, assis debout d'une chaise. C'est ouais. simplement ça, c'est avec ce genre d'exercice-là, on a peu de chances de se blesser. C'est le début du squat, sachant que quand on va faire un squat après,
plus important, bah, on va descendre plus bas. C'est essayer de dire, voilà, j'essaye de m'asseoir sur la chaise, mais pas en me laissant tomber comme un sac de patates. Je vais effleurer la chaise et je vais me remettre debout et de me dire, bah voilà, pour commencer, je fais 15 répétitions et j'en fais 3 ou 4 séries. Parce que voilà, ça c'est intéressant. Et il faut que bah, au début, c'est pour apprendre le mouvement, puis une fois qu'on a appris le mouvement, on peut, s'amuser à le faire avec, une bouteille d'eau d'1 litre, ça fait 1 kilo, en plus, prendre son chat, par exemple, dans les mains, ce qu'on a à portée de main. Hem, voilà, en essayant de penser, quand on va s'asseoir, de penser à engager, bah, les abdominaux, donc ce qu'on appelle le core, comme je disais tout à l'heure, donc c'est, d'essayer de rentrer le ventre pour coller le nombril à la colonne vertébrale. Alors c'est pas réalisable, physiologiquement, mais c'est le mouvement que ça doit faire, pour engager justement les abdominaux, pour éviter de mettre trop de pression sur le périnée aussi à ce moment-là et toujours penser à essayer de souffler dans la partie difficile de l'effort, pas bloquer sa respiration. Ça, c'est le premier exercice qui est tout facile que tout le monde peut faire. Après, ça va être des exercices, monter des marches d'escalier et les redescendre, mais en essayant, bah, au lieu d'en monter une par une, peut-être de monter 2, l'une, après l'autre. Hem, donc plus facile de monter 2 que de les redescendre 2 par 2, ça c'est un peu plus dangereux. Mais ça, c'est un bon exercice, pareil, qu'on peut faire normalement, on a des escaliers, partout. Après au niveau des jambes, dans après enfin, est-ce qu'il faut forcément travailler que les jambes? Je pense pas, je pense que les bras, c'est important de les travailler aussi puisque finalement, on a malheureusement des jeunes femmes qui vont en salle et qui travaillent que le bas du corps et donc qui ont un bas du corps très développé et le reste qui l'est pas. Hem et donc dans un aspect global, tous les exercices de gainage sont intéressants aussi pour tout ce qui est la sangle abdominale, pour les problèmes de dos, Mmh. et ça, on va les commencer, avec des positions, à 4 pattes, sur les coudes, par exemple et puis au fur et à mesure et ben, on va tendre une jambe et puis, on va peut-être la décoller du sol et puis décoller le bras et la jambe, enfin, ça pour travailler plutôt, l'engagement, des épaules, des abdominaux. Hem, après aussi tout ce qui est travail de mouvement, de lever les bras vers le ciel, au Alors, départ en à sachant que vide. voilà, quand on a un lipœdème, on a toujours voilà, parfois c'est compliqué, il faut dire on n'a pas tellement de Bah oui, force, hein, alors ouais. alors ce qui peut être pas mal, c'est de se mettre, les bras contre un mur, enfin pas collés complètement, mais essayer de le faire monter. Ça va travailler au départ plutôt la mobilité, mais du Mmh. coup voilà, d'essayer de faire, je passe le long du mur et je redescends, hem, pour travailler au-dessus de la tête. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on travaille souvent à hauteur de tronc et dès qu'on vient chercher des exercices au-dessus de la tête, bah, c'est un peu difficile, mais ça nous arrive quand même de devoir aller chercher des assiettes. On se rend compte chez les femmes aussi que se coiffer, on a les mains au-dessus de la tête, donc quand même, Mmh. si on n'a pas de force pour tenir, c'est un peu compliqué au niveau des bras. Donc ça a un intérêt d'aller travailler des mouvements, de vraiment, bêtement au départ, mains sur les épaules et je vais chercher vers le haut et donc si ça c'est encore trop dur, bah, voilà, on vient s'aider du mur éventuellement, et au fur et à mesure, bah, oui, on peut amener des charges, on peut, mais dans des exercices faciles, ça c'est réalisable, Et toi, en tant que coach sportif, est-ce que tu es partisan des routines? Par exemple, je ne sais pas, pour une, personne qui travaille assise, à son bureau toute la journée, 8 heures assise, est-ce que c'est des choses que tu préconises, voilà, je ne sais pas, de bouger régulièrement, d'aller à la machine à café, je ne sais pas, des choses, ouais, 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 ouais. ouais. En général, on leur demande, enfin, de bouger au moins une fois toutes les heures. Si possible, c'est mieux une fois toutes les demi-heures, mais une fois toutes les heures et d'essayer de trouver, bah, voilà, dans les journées, quelque chose, bah, oui, soit, je leur dis: «Bah, tu mets un timer sur ton téléphone et dès qu'il bouge, paf, bah, tu vas faire le tour de l'open space» ou quoi. J'ai des patientes qui parfois me disent: «Bah, oui, tiens, tel jour, je sais que je suis sur site, bah, sur mon temps de midi, je vais aller marcher un petit peu». Mais d'essayer de ouais, de rebouger, éventuellement d'adapter aussi, quand il y a des employés qui sont des employeurs qui sont ouverts, travailler sur les ballons, ce qui permet de pouvoir se bouger un petit peu plus. Il y a des bureaux, mais c'est plutôt dans les pays nordiques, hein, où ils savent se surélever. Parfois, ils ont même des tapis de marche en même temps, Mmh. et donc on peut travailler bon, ça dépend d'un médecin du travail parce que c'est vrai que si on est infographiste et qu'on doit dessiner, c'est un peu plus compliqué. Mais pour des voilà, Mmh. proposer aussi éventuellement, quand les gens peuvent, s'ils doivent répondre à des emails, de le faire sur le téléphone et de marcher en même temps qu'ils répondent aux mails. Comme ça permet de se déplacer un petit peu.
Mais ouais, d'essayer de bouger au moins une fois toutes les heures, ça c'est, Ouais. je pense, le minimum, quoi. Mm. Et ça peut être, bah oui, juste marcher autour, faire 10 squats, faire des petits exercices, monter sur les pointes de pied en position debout ou en position assise pour activer un peu les mollets aussi. Voilà, toutes des choses pour remettre un peu de mouvement, ouais. Mm. Ouais. Ouais, parce que je pense que cumuler tout ça mis bout à bout, ben, en fait, à la fin de la journée, ça fait du mouvement, quoi. Hein. Eh Donc oui, ça fait alors du bien. on Mm. parle de plus en plus de ce qu'on appelle le NEAT, donc NEAT, hein, qui est le Non-Exercise Activity, j'ai oublié le T, Thermogenesis, je pense, et qui en fait explique que voilà, c'est toutes ces activités qui ne sont pas de l'activité physique à proprement parler, pas du sport, mais qui vont permettre à notre corps de travailler au niveau métabolique, que ce soit bah, descendre du bus ou du métro en arrêt-avant et de marcher, aller chercher son pain à pied, promener son chien, enfin toutes des choses comme ça qui sont pas du sport, mais qui augmentent le métabolisme quand on les met en effet toutes les unes bout à bout. Mm. Donc voilà. Alors, je voulais te poser la question aussi du trampoline. Voilà, est-ce que c'est un intérêt pour les femmes atteintes de lipédème? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, c'est quelque chose qui est assez utilisé outre-Atlantique du côté américain. Eux, ils l'aiment bien, que ce soit pour le lipœdème, le lymphodème et tout. Parce qu'au niveau lymphatique, alors il faut savoir que dans le talon, on a une semelle lymphoveineuse, que lorsqu'on marche notamment, bah, on l'écrase et donc on améliore le retour veineux et lymphatique. Même chose, bah, on contracte et on relâche nos mollets. Et c'est vrai que le trampoline, bah, on a quand même des espèces de contractions sans l'impact de bah, si on sautait par terre, parce qu'on a des toiles. Idéalement, pas avec des ressorts, mais avec des élastiques, parce que ça amortit mieux. Euh, et ça permet de faire plein d'exercices variés sans forcément utiliser de la recharge. Maintenant, on peut s'amuser à mettre un peu de charge aussi si on veut dessus, et de faire plein d'exercices. Et on a une contraction assez active, assez importante au niveau du système musculaire. Et donc, c'est assez intéressant. C'est quelque chose qu'on sait mettre à la maison facilement. euh, et qui peut être fait bah, même en s'amusant avec les enfants. Voilà, et donc je pense que c'est un outil qui est intéressant dans la prise en charge. Nous, on a même au cabinet Mm. faire sauter les patients. Bon, on a ou un mur à côté, ou on en a une version avec un manche qui permet de se tenir, parce qu'on sait que l'équilibre n'est pas toujours simple. Et c'est pas forcément le fait de sauter et de décoller qui est important, c'est vraiment cette espèce de rebond. Voilà, on n'a pas besoin que le pied décolle. Mm. C'est voilà, je pousse dans la toile et je me fais un peu rebondir, quoi. Faut pas aller très très haut pour que ce soit efficace. Oui, oui, c'est vrai que pour avoir testé, juste le fait ne serait-ce que de marcher, déjà on sent qu'il y a une contraction qui est différente sur le sol. Ouais, Ouais, tout à fait. ouais. Après, Et attention avec les femmes qui ont des problèmes de périnée, ouais. de bien penser à l'engager quand elles le font. Mm. Et bah, c'est vrai que quand on est parfois, voilà, quand il y a des soucis, il faut qu'il y ait quand même l'accord soit du kiné qui est spécialisé en périnéo, qui prend en charge la rééducation en disant oui, ok, on peut y aller. Donc, Oui. donc, Puis j'imagine que quand on a des problèmes d'hypermobilité associés aussi, c'est peut-être pas vers ce type d'accessoire qu'on va. Enfin, alors, peut-être pas dans un ouais, premier temps, parce qu'on attends. va travailler plutôt du Ouais. renforcement musculaire, mais du coup, dans un deuxième temps, c'est intéressant justement parce que quand on a une hypermobilité, bah, faut renforcer les muscles de chaque côté de l'articulation pour la maintenir. Mais à un moment donné, bah, dans la vie de tous les jours, quand on marche, parfois le sol il est instable ou quoi. Et donc, il faut que, bah, il y ait une certaine réactivité au niveau musculaire pour rattraper le mouvement et qu'on ne se blesse pas. Et ben, le fait de travailler sur des trampolines et sur d'autres types de surfaces un peu instables, c'est ce qu'on appelle la fin de rééducation, c'est la proprioception et c'est pas inintéressant. Mais c'est pas ce qu'on va chercher en premier lieu. Maintenant, c'est pareil. On peut avoir une instabilité, une hyperlaxité dans le type d'exercice qu'on va demander, dans la façon de rebondir aussi. Voilà, si on ne fait pas un grand saut, on fait un petit rebond, le risque de passer à travers l'articulation, il est moins important. Mais bon, voilà, c'est plutôt dans un deuxième temps, chez ces gens-là, on renforce d'abord autour et puis après, on vient développer ce genre d'exercice. Alors, j'ai parfois des questions aussi sur le froid, l'effet du froid en fait par rapport au lipœdème. Donc, que ce soit cabine de froid ou peut-être bain glacé. Est-ce que tu as une opinion sur le sujet? Que ça vide bien le portefeuille.
Non, tout ce qui est cryothérapie, malheureusement, n'a pas montré Ouais. de gros impacts Ah, au niveau, en tout cas, diminution du volume des membres. Je ne sais pas si par rapport aux douleurs, ça pourrait soulager. Ça, j'avoue que j'ai pas d'expertise par rapport à ça. Maintenant, ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du système veineux, qui dit froid dit vasoconstriction, donc les vaisseaux se resserrent. Et derrière, bah, il y a le réflexe, parce qu'on est quand même obligé d'irriguer normalement, sauf en cas de situation extrême, tout notre corps. Et donc, va y avoir une vasodilatation réflexe. Et qui dit vasodilatation dit on achemine du liquide en plus. Donc, euh, pour moi, ça n'a pas un grand intérêt. On est en train de le rediscuter dans tout ce qui est pathologie sportive parce qu'à la base, on dit, ah oui, on met du froid tout de suite ouais. pour l'inflammation. Sauf qu'on s'est rendu compte que bah oui, le froid endort les terminaisons nerveuses, donc on a moins mal. Mais le problème, c'est que ça retarde les processus de cicatrisation. Donc, est-ce qu'il faut pas, dans ces cas-là, c'est questionné pour l'instant. Et donc, dans le lipœdème, je vois pas trop pour l'instant, à part pour la douleur, ou peut-être ça pourrait être étudié. Pour le reste, il n'y a pas d'effet. Oui, à cause de cette vasoconstriction et vasodilatation réflexe derrière qui, Mais- du coup, Ah oui, ça appelle du liquide, voilà, et donc du c'est coup, ça. ça risque de faire regonfler la jambe, donc c'est pas Ouais, super intéressant. ouais, ouais. Et maintenant, tout ce qui est chaud, parce qu'on parle beaucoup du sauna pour ses bienfaits sur la santé. Mhm. Quand on a un lipœdème, est-ce qu'on peut faire du sauna? Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Alors, Euh, c'est pas recommandé parce que fatalement, qui dit chaud dit vasodilatation, plus. Donc, les vaisseaux se dilatent et apportent pas mal de liquide et tout. Maintenant, il faut temporiser en disant que bah voilà, on vit qu'une fois. Enfin, ça dépend de toutes les croyances, mais et donc je pense que si c'est pas quelque chose qui est pratiqué tous les jours, on peut se faire plaisir et aller dans les thermes et faire du sauna. Et ce qui est pas bien, c'est qu'en fin de journée, on repasse sous de l'eau tiède, pas trop froide, pas trop chaude, justement pour essayer de resserrer un petit peu tous les vaisseaux, mais pas créer la vasodilatation réflexe après, pour voilà, resserrer un peu tout. Et puis de toute façon, voilà, il faut profiter de temps en temps. ouais. Mais ça ne doit pas être quelque chose qui doit être fréquent. Tout comme les douches chaudes, il vaut mieux éviter. Il vaut mieux prendre des douches tempérées que chaudes. Eh bien, Sandra, merci beaucoup. Merci pour tous ces éclaircissements. Je crois qu'on a vraiment fait un point complet. Mhm. Parler un petit peu de tout. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire. On essaiera d'y répondre. Merci, Avec Sandra. plaisir. Merci à toi.